Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Anews Workwell, votre média d'information sur les nouveaux modes et lieux de travail. Dans cette émission Parcours, je suis très heureux d'accueillir la directrice du service maintenance et moyens généraux de la Banque de France, Zélie Gauthier. Zélie, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, on est ravis de t'accueillir. D'ailleurs, on va rester au tutoiement, Zélie, si tu le veux bien. Pas de problème. Ok, allez, c'est parti. Alors, on ne va pas présenter la Banque de France. Je pense que tout le monde, vieille dame, je ne sais plus en quelle année. Même si personne ne connaît vraiment ce que fait la Banque de France, mais ce n'est pas le sujet du jour. Oui, mais on va quand même en voir un petit bout grâce à toi. Est-ce que tu peux nous présenter donc, le périmètre de ta fonction et puis les grands chiffres qui y sont associés? D'accord. Alors aujourd'hui, je gère l'immobilier d'exploitation pour les quelques 11 000 occupants des sites. Il y a 9 000 agents Banque de France et puis après, il y a un certain nombre de consultants ou divers prestataires. Oui. C'est réparti sur à peu près 150 sites, ce qui fait pas loin de 800 000 mètres carrés. Ah oui. Et c'est décomposé en un gros morceau avec le siège qui fait 130 000 mètres carrés, plus quelques sites annexes autour du siège. On a 2 data centers en Île-de-France, 2 centres fiduciaires, c'est des gros coffres de longue pixou en fait, et tout un réseau de succursales un peu partout en France, dans tous les départements. D'accord. La répartition, vous êtes propriétaire de tout ou locataire? Alors on est plutôt propriétaire, on était plutôt propriétaire, France, voilà. Oui. Voilà, il fallait bien, oui, bien sûr, ça fait partie du patrimoine. Faire le patrimoine, voilà. Les sites historiques sont en propriété, de plus en plus on a des sites en location, mais ce qu'il faut, c'est être vraiment bien positionné partout en France, parce qu'on a un devoir d'accueil des publics, et notamment dans notre rôle de conseil auprès des entreprises, ou alors dans l'accueil des surendettés, puisqu'on gère le surendettement des Français. Et oui, c'est vrai. Alors, entrons dans le vif du sujet, parce que si l'émission, évidemment, s'intitule « Parcours », c'est parce qu'on s'intéresse à la diversité, justement, des profils et des carrières qui mènent aux professions de l'immobilier et de l'environnement de travail, on va dire, au sens large. Zélie, comment est-ce que tu es devenue donc, directrice du service maintenance et moyens généraux de la Banque de France? Est-ce que tu peux nous présenter rapidement ton parcours? Oui, alors plutôt le hasard et la vie qui m'a amenée là. Petite, moi, je me rêvais en Haroun Tazieff en femme et parcourir le monde. Tazieff, vulcanologue. Voilà, et je voulais être vulcanologue. Oui. J'avais une attirance pour ça. Mais à l'époque, les conseillères de l'orientation n'avaient pas tous les outils qu'elles ont aujourd'hui. Et en fait, elles ne savaient pas du tout me dire comment faire. Donc, j'ai suivi la filière classique des prépas, école d'ingénieurs. Et j'ai choisi le STP parce que je me suis dit que dans le bâtiment et les travaux publics, il y avait peut-être un peu de géologie. Et que donc, ça me raccrochait un peu à ça. Oui. Donc après, j'ai fait un parcours en sortant classiquement sur les chantiers, parce qu'à l'époque, il fallait sortir sur les chantiers. C'était une très bonne période d'ailleurs. Et après, je me suis rendu compte que je préférais le bâtiment aux travaux publics, même si j'ai construit des ponts, des métros, différents ouvrages d'art. Mais quelque part, j'avais une sensibilité artistique qui m'amenait plus vers le bâtiment. Et le hasard a fait que j'ai répondu à une offre dans le Moniteur pour être directrice technique au BHV. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé ma carrière dans les directions techniques. D'accord. Donc, j'ai enchaîné tour à tour différents postes à ce niveau-là. Ouais. Donc, j'ai commencé au BHV. À l'époque où le BHV avait une vingtaine de magasins partout en France. Ouais. Derrière, j'ai continué en tant que directrice de la prescription et de la stratégie FM chez BNP Paribas. Okay. Après, j'ai été directrice de centres commerciaux avec les 4 temps et Parly 2. Ah oui. Oui, donc ça c'était très centre. Opérationnel, une vraie ville à gérer. Oui, un passage par les centres commerciaux. Ouais, chez Unibail-Rodamco. Ouais. J'ai enchaîné ensuite avec les magasins CA, dont j'étais directrice immobilier. Et après, sûrement crise de la quarantaine, j'avais envie d'essayer autre chose. Et donc, je suis partie en tant que directrice commerciale des grands comptes dans une société de prestation de services. Ah,
Voilà. Passer la barrière. J'ai passé la barrière, j'ai voulu aller voir ce que ça donnait. J'ai beaucoup appris. C'est très intéressant de voir l'envers du décor. Et c'est très utile maintenant aujourd'hui, d'ailleurs. Oui. Je pense, pour dialoguer, on comprend aussi mieux les contraintes. Comprendre comment ils chiffrent aussi. Voilà. Mais en fait, je me suis rendu compte que le rôle de maîtrise d'ouvrage me plaisait bien. Quelque part, je préférais distribuer les claques que les prendre. Non, accessoirement, c'est vrai qu'on a une vision complète des choses et on a les cordons de la bourse et on choisit sa stratégie. Et donc, j'ai voulu revenir à la maîtrise d'ouvrage. Et c'est comme ça que je suis rentrée à la Banque de France parce que le projet m'attirait particulièrement pour l'aspect management de grosses équipes. OK. Voilà, donc équipe importante donc à la Banque de France. Équipe importante, voilà. Et puis combien de personnes? Aujourd'hui, j'ai un peu plus de 200 personnes. Ah oui. Voilà. Équipe très importante. Oui. Et donc pour le coup, voilà, une vision stratégique de réingénierie et de stratégie, vraiment de stratégie à mettre en place dans tout ça. On m'a fait venir pour ça. Voilà, et depuis combien de temps? Pour mettre des procédures. Ça fait 5 ans maintenant que je suis à la banque. Déjà 5 ans, parfait. Alors un mot également sur l'organisation interne de ta direction. D'abord peut-être à qui est-elle rattachée? Est-ce que ça a d'ailleurs évolué dans le temps, mais à qui est-ce que tu es rattachée aujourd'hui? Alors historiquement, la direction de l'immobilier est rattachée au secrétaire général. D'accord. Et elle est constituée de différents services. Un service qui regroupe à la fois l'asset et le property. Un service qui gère toute la gestion locative des logements, parce qu'on a aussi des logements. Tout un parc de logements, bien sûr. Et mon service qui gère tout le facility management. D'accord. De l'immobilier d'exploitation. Ça fait un peu plus de 300 personnes, donc c'est une grosse direction de l'immobilier. Dont 200 chez toi, en fait. Dont 200 chez moi. Ah oui, donc le plus gros employeur à l'intérieur, c'est ta direction. Oui, je fais un gros morceau. Qui est du coup composé comment, toi, ta propre direction? Moi, ma direction, elle est composée de 4 branches. Une branche qui fait toutes les fonctions support, donc budget, commande, facture, énergie management, gestion de la flotte automobile, puisqu'on a plus de 500 véhicules. Ah oui, belle flotte auto encore. Ouais. On gère aussi toutes les commandes de tous les Conoma, les petites fournitures informatiques, le mobilier pour toute la banque. Donc c'est un gros morceau, cette section transversale. Et après, j'ai 3 sections plus opérationnelles. Une qui fait tout le FM du réseau. Et pour les immeubles centraux, comme c'est des prestations en site posté, on a pu plus facilement diviser. On avait moins besoin d'avoir une vision globale de l'ensemble du site. Et donc là, j'ai une entité qui gère le technique et une entité qui gère le service. D'accord. Pour les bâtiments centraux, c'est ça. Au niveau des services, d'ailleurs, pour comprendre un petit peu le périmètre global, j'imagine propreté, gestion des déchets, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Alors, oui. Alors, en service, c'est très, très varié chez nous et c'est le gros morceau de mon équipe. Il y a toutes les prestations classiques, ménage, déchets, espace vert, 3D. Et puis, après, toutes les prestations liées à l'environnement de travail avec les déménagements, l'espace conférence avec toute la gestion des salles de réunion, la logistique de livraison. Voilà, c'est très... Conciergerie. Un semblant de conciergerie parce qu'on a une grosse partie qui est gérée par le comité d'entreprise. Ah, d'accord, ok. Par contre, on a aussi courrier, reprographie, pressing en interne. Et on gère même 2 tombes au Père-Lachaise. Donc, comme quoi, c'est très varié. J'ai appris ça, mais comment c'est possible? Parce qu'un donateur, qui en échange d'une donation a souhaité qu'on fasse à vie l'entretien ad vitam aeternam, l'entretien de ces 2 tombes. D'accord. Donc, spécifiquement, vous avez un petit contrat pour aller entretenir ça. Voilà. Donc, c'est très, très vaste. Et avec des prestations massivement externalisées, mais aussi des prestations en interne, que ce soit sur la partie technique ou sur la partie service. Parce qu'on a quand même des sites sensibles, dont certains sont sous loi de programmation militaire. On a des sites avec beaucoup de valeur, les billets, les pièces, mais aussi on gère tout le stock d'or de la banque. Donc il y a des spécificités qui nécessitent
que certaines prestations soient réalisées en interne. La serrurerie, par exemple. Et oui, j'ai appris que vous aviez vos propres serruriers. Oui, parce qu'on a beaucoup de coffres forts, pour le coup, bien sûr. et qui peuvent... il y a des pertes de clés, et on a des vrais serruriers capables d'ouvrir n'importe quel coffre. Et pour la petite anecdote, ils ont même, il y a 5-6 ans, réussi à ouvrir le coffre de Fouquet. Fouquet, l'intendant général ? Oui, dont on n'avait plus la clé. Et ils ont réussi à reconstituer la clé et à trouver tout le cheminement, parce que c'était un coffre où en fait il y a un décor, et il faut bouger un cran, on tourne la clé, après on rebouge différemment, on retourne 2 crans, etc. Et voilà, ils ont retrouvé tout le mécanisme pour réussir à découvrir les secrets qui étaient à l'intérieur de ce coffre, qui malheureusement était vide. Ah, il était vide, rien dedans, zut. Mais par contre, c'est digne d'un film, ça. Oui, il y avait eu tout un reportage dessus, donc voilà. Excellent. Du personnel en interne, ça peut avoir un certain avantage, oui, tout à fait. Voilà. La répartition entre donc, ce qui est externalisé, ce qui est internalisé, comment vous êtes organisé ? Est-ce que vous avez un contrat de FM global ? Est-ce que vous avez des contrats de multiservices, multitechniques ? Comment vous êtes l'eau séparée peut-être ? Alors, sur la partie maintenance technique, il y a 5 ans, avant que j'arrive, c'était encore des tas séparés. Il y avait plus de 400 contrats sur toute la France. C'était beaucoup avec des artisans locaux. Et on a essayé de professionnaliser tout ce lot-là en embauchant des chargés d'affaires dont c'était le métier. Et comme ils n'étaient pas nombreux, on a dû massifier un peu et on a basculé depuis 4 ans en contrat multitechnique. D'accord. Donc on est passé de 400 à 10 contrats, grosso modo. Ah oui, c'est drastique. Voilà, c'est drastique. Mais voilà, ça, comme tout, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais ça permet d'avoir une vision globale, d'avoir mis de la maîtrise des risques, des astreintes, du process, du reporting, pour mieux piloter tout ça. D'accord. Voilà, multitechnique, multiservice ? Multiservice, non. Là, pour le coup, comme moi, j'ai pas mal de pilotes en interne, puisque dans mon équipe, c'est surtout des pilotes. Et ceux qui étaient œuvrants historiquement, on les a fait passer du faire au faire-faire. Donc, il y a eu beaucoup de conduite du changement, de formation. Et donc, maintenant, ils sont vraiment dans la posture de pilote de prestataire. Et pour le coup, on a pris des contrats pour chaque type de métier. D'accord. Et on assure le pilotage. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir un FMR, moi, par rapport à mon organisation, en tout cas. Parfait. Alors, j'ai pris l'habitude de vous interroger dans cette émission sur vos motivations. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la fonction que tu occupes aujourd'hui ? Alors, indéniablement, pour moi, c'est les valeurs humaines. Okay. J'aime beaucoup le monde de la construction, mais j'aime encore plus le monde du facility management, parce que je trouve que les relations sont bien plus vraies et chaleureuses. En fait, on se serre vraiment les coudes face à l'adversité. Là, il y a eu l'occasion ces derniers mois, ces dernières années. Là, oui. Mais même avant, parce qu'en fait, on pense à nous que quand il y a des problèmes. Donc, on nous envoie toujours des messages négatifs. Et ça crée une solidarité, un esprit de corps, une ambiance d'équipe assez forte derrière pour pouvoir tenir. Ouais. Et donc, oui, c'est vraiment une chaleur humaine, je trouve, assez forte. Oui. Après, j'aime beaucoup le management. C'est pour moi très différent d'avoir managé, quand j'étais dans mes premières années, de petites équipes, et là, manager un gros service. C'est différent et c'est très intéressant de s'adapter, d'adapter son type de management en fonction de son évolution. Et là, je suis beaucoup plus tournée sur la stratégie, la conduite du changement, les techniques d'écoute active, tout ce qui est négociation, communication. J'adore réunir l'ensemble de mon service et faire le show sur scène, des choses comme ça. Je trouve ça intéressant. Et puis ça bouscule un peu, on se remet en question, c'est motivant. Et encore plus avec la maturité qui vient avec le temps et qui fait qu'on a testé plein de choses et on est un peu plus sûr de soi et on peut aller plus loin et rentrer plus dans du coaching, de l'accompagnement d'équipe, créer de la motivation. Voire du mentoring, est-ce que tu accompagnes aussi des plus jeunes ? Oui, j'aime beaucoup accompagner les jeunes.
encore plus les jeunes filles, si je peux essayer de leur faire gagner du temps. Ouais, voilà. C'est bien. Prendre conscience d'un certain nombre de choses et éviter de tomber dans les pièges. Donc oui, j'aime bien coacher les jeunes. Très bien, merci. Alors, dans la même veine, j'aime bien demander aussi quelles sont les compétences clés, d'après toi, les compétences clés pour exercer la fonction que tu occupes. Alors moi, j'ai peut-être une vision ancienne des choses, mais sûrement due à ma formation. Mais pour moi, il faut un socle de connaissances techniques de base. Il faut comprendre le métier et le langage de son métier, les valeurs, la culture. Et pour ça, pour moi, il faut avoir vécu un peu l'opérationnel. Et donc avoir ce socle-là. Après, aujourd'hui, avec les responsabilités complémentaires, c'est beaucoup plus de la stratégie et de la politique interne. Donc là, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins besoin d'avoir ces compétences, cette expertise technique, même si ça sert au quotidien, ne serait-ce que pour trancher ou accompagner les équipes, quoi. Mais ce qui est super important, c'est de savoir parler de son métier et le rendre accessible. Parce qu'on est souvent face à des gens qui ne le connaissent pas, qui sont bricoleurs du dimanche, donc qui sont persuadés de connaître, mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'il y a un certain nombre de réglementations, de contraintes, qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, qu'il y a des techniques et des savoir-faire. Et donc, il faut réussir à factualiser par rapport à eux et mettre en avant nos réussites, parce que personne ne le fera pour nous, en fait. Oui. Voilà. Donc, il faut un peu marketer son activité et même si ça prend du temps, je pense qu'on est trop une force de l'ombre, on est trop un petit village gaulois, et on ne fait pas assez parler de nous, on ne met pas assez en avant nos réussites. Et quand on le fait, en plus, les équipes, elles sont reconnaissantes parce qu'elles se sentent valorisées et ça leur plaît. Et comme tu le disais, avec cette crise sanitaire, on a été mis en avant. Mais là, je trouve que le soufflet, il est retombé assez vite, au final. Et en fait, il faut continuer à surfer sur cette vague de publicité qui a été faite sur nos activités. Continuer à prendre un peu la lumière. Et continuer à prendre la lumière, à parler de toutes nos réussites, voilà, comme aujourd'hui, à mettre en avant nos innovations et à factualiser avec du quantitatif et du qualitatif. Ouais, c'est ça qui est souvent le plus compliqué. C'est comment je factualise, sur quoi je communique, quels sont les faits, les données, les chiffres aussi sur lesquels je peux communiquer. Oui, il faut être notre propre agent publicitaire. Je me rappelle d'une fois où on avait, tous les ans, le secrétaire général fait les vœux. Et moi, j'avais dit à mon équipe, nous, on va faire des panneaux. Et on va mettre nos grands indicateurs, 5000 demandes d'intervention dans le réseau, maintenance technique, X mètres cubes de livraison, X tonnes de papier à la reprographie, des choses comme ça. Et le secrétaire général, quand il a vu tous les chiffres, en fait, il était scié parce qu'il n'avait aucune notion de tout ça. Et donc là, il se rend compte qu'en fait, on n'est pas à jouer au tarot quelque part, quoi. Voilà. Mettre en visibilité, la réalité des actions, tout ce qui est fait au quotidien. Et c'est vrai que c'est énorme. Merci beaucoup, Zélie. On va s'intéresser à présent aux enjeux actuels en matière de stratégie immobilière et d'environnement de travail. Pour toi, quels sont tes enjeux? Quels sont les sujets sur lesquels tu travailles en ce moment? Alors, notre patrimoine est vieillissant. D'accord. On a été créé par Napoléon. Oui. Les bâtiments ne sont pas forcément tous d'il y a 200 ans, mais ils sont quand même vieillissants. Voilà. Et puis, il y a tous les nouveaux usages qui font qu'il faut transformer un peu nos sites, les adapter aux besoins. Donc, petit à petit, on bascule en location. Sur les sites qui sont conservés, on a un gros programme de rénovation de ces sites. Et donc, nous, au niveau de l'environnement de travail, on doit accompagner tout ça. On doit, et c'est très important pour moi, donner nos prescriptions à l'équipe qui va faire les travaux, qui prennent en compte tous nos besoins, parce que sinon, c'est une guerre éternelle entre les travaux et la maintenance et les services. Donc, il faut vraiment participer dès la conception du projet. Donc, comment tu fais? Tu analyses un peu les usages, tu réfléchis aux évolutions, aux besoins, aux attentes. Est-ce que tu consultes justement les occupants, les collaborateurs sur ces sujets? Oui, ils font partie des groupes des ateliers de travail pour la définition du programme,
mais surtout au fil de l'eau, au quotidien. On a des remontées, des critiques, voilà. Même si ce n'est pas sur des choix que nous, on fait en environnement de travail, notre devoir est de récupérer tout ça, de le mettre en forme et après, derrière, réussir à convaincre sur le choix des matériaux, le choix des techniques, pour pouvoir être vertueux, quoi, et aller en amélioration continue. C'est important, cette maîtrise d'usage du quotidien, être en capacité de récupérer tous ces signaux faibles, toutes ces demandes, toutes ces attentes qu'il faut savoir identifier et ensuite les formaliser. C'est exactement ce que tu disais. C'est un peu ce qu'on appelle la maîtrise d'usage pour les directions d'immobilier ou d'environnement de travail. Autre sujet d'actualité sur lesquels tu travailles, plan de procédure, c'est ça, vous avez réécrit des cahiers des charges, l'externalisation des prestations, on en a parlé. Oui, c'est ça. Depuis 5 ans, on a fait un gros travail de réingénierie de tout l'environnement de travail en repassant en revue l'ensemble des cahiers des charges, en se posant les bonnes questions, en réadaptant, en optimisant. Et puis, surtout, on a, nous, de nombreux départs en retraite et ils ne sont pas tous remplacés. Donc, ça nécessite à chaque fois d'essayer de trouver des solutions pour compenser ces départs et, bien sûr, garder toujours le même niveau de qualité attendu, voire faire toujours mieux, bien entendu. Donc ça, ces externalisations, ça a été un gros sujet humainement très sensible, parce que ça a bousculé les agents Banque de France qui étaient dans du fer œuvrant ou alors dans des habitudes. Et là, on passe à une autre ère et il faut les accompagner. Et ça, c'est un gros travail. Et un travail avec les syndicats aussi, pas mal. Donc, il y a toute cette partie-là. Les flux logistiques du siège, tu m'as parlé aussi d'une réforme complète. Tout à fait, oui. Parce qu'auparavant, toutes les directions générales avaient chacune un secrétariat avec des agents de service qui faisaient toute la gestion des flux entre aller chercher le courrier, les colis, les visiteurs, amener des bouteilles d'eau, enfin, peu importe. Un peu tout, et tout ce petit service du quotidien. Et en fait, on a mis en place tout un gros projet de réforme de tout ça, qu'on a appelé la plateforme logistique du siège et des annexes, où moi, je suis partie du principe qu'entre tout ce qui est dématérialisation, externalisation, le télétravail, l'humain disparaît et que c'est un manque. Et donc, on a fait une expérimentation qui a très bien marché, et donc on l'a extrapolée après à l'ensemble du site, et on a mis en place des conciergeries d'étage. On a appelé ça des hubs logistiques d'étage, mais où on a une permanence, et c'est des gens qui sont là à disposition des occupants pour faire toutes ces petites tâches du quotidien. Et ça, c'est en place. Donc, on a récupéré une trentaine de personnes qu'on a organisées. Il y a ceux qui sont postés dans les étages, et puis il y a un pool logistique qui fait tous les gros flux pour amener jusque dans ces hubs. Et donc, on a mis des gens au plus près des occupants pour les assister. Et ça marche très bien. Les occupants sont très contents d'avoir quelqu'un. Parce que c'est gros, la Banque de France, donc on n'arrive pas forcément à savoir à qui s'adresser, comment, et puis c'est pas le cœur métier des agents, et donc ils préfèrent faire autre chose de leur temps. Donc ils apprécient ce service de proximité. Et pour les agents de cette plateforme logistique, c'est une mise en valeur très importante. Ils se sentent considérés, parce que souvent c'est des anciens agents du service courrier ou du CART. On a une population handicapée en interne, et donc ils étaient toujours un peu mis à part, quoi. Voilà. Et là, ils se sentent vraiment valorisés, ils sont remotivés, et mais ils ont la banane, quoi. Ils sont heureux comme tout, et ça fait plaisir à voir. Et oui, ils retrouvent une utilité en plus. Voilà, c'est en proximité au quotidien. Oui. Donc ça, c'est une vraie réussite. Et puis, dernier sujet, j'imagine, le décret tertiaire, comme tout le monde, c'est ça ? Comme tout le monde, un véritable enjeu. Non seulement il faut réussir à
à se conformer à la loi et réussir à atteindre les taux demandés. Mais de toute façon, il faut surtout diminuer notre consommation parce que quand on voit le coût des énergies qui monte en flèche, il va falloir être malin, inventif. Et d'une manière générale, de tous ces sujets de développement durable, on les voit monter depuis quelques années et ça devient de plus en plus des expertises à part entière. Et donc, il faut organiser tout ça, il faut beaucoup se benchmarker entre nous et là, c'est là où on voit une des vraies utilités des associations professionnelles comme celle, comme la nôtre. Là. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler sur verdissement, en ce qui concerne ton périmètre spécifique, j'imagine verdissement de la flotte auto. Tu me disais qu'il y avait quand même une grosse flotte auto. Travailler sur les déchets. Oui, tous les objectifs, oui. On travaille sur la mise en place de véhicules électriques, de vélos électriques. Sur les déchets, il va y avoir tous les déchets alimentaires où on commence à essayer de trouver des solutions. Et puis les énergies, d'une manière générale aussi, travailler sur les consommations, l'IoT pour nous aider à tout ça, la data, les supervisions, GTC, voilà. Et oui. Ça, vous avez un energy manager ou pas? Dans mes équipes, dans ma section des fonctions support, j'ai 2 energy managers qui supervisent notre outil de centralisation de l'ensemble des courbes, des données énergie, et qui travaillent avec l'ensemble des équipes pour alerter, pour faire des sondages ou mettre en place des projets spécifiques à droite ou à gauche, comme le concours Cube ou des initiatives comme ça. Ah oui, très bien. OK. Merci beaucoup, Zélie. Pour rester dans ce partage d'informations et d'expériences, alors j'aime bien aussi demander à mes invités de partager une innovation, une idée, un projet ou un sujet qui les a marqués récemment. Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué récemment? Alors, ce qui m'a particulièrement marqué récemment, c'est qu'on a gagné un trophée à Banque de France, ça, le trophée du Work Night, pour un projet qu'on a appelé PortSerre, le portail de service, et qu'on a mis en place à la banque et qui tourne depuis 1 an maintenant. Parce qu'en fait, on a fait le constat que on est gros, on est complexe, et que c'est difficile de trouver comment faire quelque chose. En général, il faut remplir plein de formulaires, écrire, téléphoner. On n'a jamais de retour, on ne sait pas où ça en est, et on ne se rappelle jamais des mots de passe parce qu'il y a 15 outils différents. Donc, les occupants des sites, eux, ce qu'ils voudraient, c'est avoir un outil unique qui permet en 3 clics maximum de demander tout et n'importe quoi, de voir où en est leur demande et de ne pas avoir à réfléchir sur la complexité du service qu'il y a derrière. C'est pas leur sujet. Et puis côté gestionnaire métier, d'avoir un tableau de bord qui permet de suivre toutes ces demandes, d'avoir des indicateurs, de pouvoir chatter avec l'utilisateur. Donc tout ça, c'était un besoin identifié et on l'a mis en place à la banque, à disposition des 11 000 occupants de nos sites. On a appelé ça PortSerre. Et aujourd'hui, on a un catalogue de, grosso modo, 150 services. Alors que ce soit des services proposés, informatiques, de déménagement, de nettoyage de moquettes, ou alors des services de dépannage, ou réservation de salle de réunion, commande d'un stylo, commande d'une place en flex office. Vraiment, c'est très, très, très varié. D'accord. Comment vous avez déterminé, on voit quelques slides pendant que tu nous présentes, comment vous avez déterminé justement les services que vous avez intégrés, et puis est-ce que ça bouge? Est-ce que vous en intégrez des nouveaux, vous en supprimez d'autres peut-être? Alors effectivement, c'est pas un projet informatique. Moi j'ai vraiment, j'étais chef de ce projet-là en plus de mes activités, donc j'avais une 30aine de personnes et on a travaillé dessus pendant 2 ans parce que ce qu'on voulait, c'était identifier le besoin
Et après, une fois que le besoin était identifié, on a cherché l'outil qui pouvait le faire. Mais le projet en lui-même, c'était surtout faire un recensement déjà de tous les services qui étaient proposés à la banque. Et pour chacun de ces services, travailler avec les métiers pour les modéliser, définir le workflow, voire uniformiser les workflows, parce qu'en fonction de si vous êtes au siège ou si vous êtes dans le réseau, ils n'ont pas forcément le même workflow pour un même service. Et surtout, simplifier. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de services qui se font par habitude, qui sont des vraies usines à gaz, et les gens ne savent même pas pourquoi ils font telle ou telle tâche. Donc, il y a eu un gros travail de simplification, d'uniformisation, et après, on a travaillé avec tout un panel d'utilisateurs, et avec eux, on a pu définir le catalogue, la logique du catalogue pour chercher les choses, ranger tout ça, l'ergonomie du portail. Donc ça, c'est vraiment été un produit testé au fil de l'eau, parce qu'on l'a fait en méthode agile. Donc c'était construit au fur et à mesure et validé par des démonstrations à chaque fois. Et aujourd'hui, on voit que ça fonctionne vraiment, puisqu'on a plus de 10 000 demandes par mois. Ah oui. Et ils ont complètement laissé tomber toutes les autres solutions pour faire une demande. C'est-à-dire, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus... Alors, bien sûr, ça enlève encore un peu d'humain, mais le téléphone se fait après, une fois qu'ils ont fait déclarer leur demande. Oui, puis maintenant, ils ont leur hub logistique. Exactement. Et aujourd'hui, on a des vraies statistiques. On sait dire tel service, il est demandé tant de fois, plus par telle catégorie que par l'autre. Il a tel niveau de satisfaction, parce qu'on a une enquête de satisfaction à chaque clôture de service. Et surtout... ça a décommissionné plein d'autres petits outils qui avaient été créés à droite, à gauche. Donc, ça a simplifié au niveau architecture informatique. Et on a interfacé notre portail avec toutes les autres applications externes. C'est-à-dire que, par exemple, sur ce qui est demande de dépannage technique, on est interfacé avec toutes les GMO de nos prestataires. Donc, il n'y a pas de ressaisie. D'accord, et ça part directement, et quand c'est clôturé sur le terrain, ça revient et ça clôture dans notre portail. Donc ça a vraiment fait un gain de temps important pour les agents Banque de France. Simplification et rapidité. Et en plus, pour vous, c'est plus facile de monitorer aussi derrière. Il faudra à l'occasion qu'on fasse une présentation spécifique, je pense, sur ce dossier, pour voir d'ailleurs comment il a été mené, ce qui a été facile, moins facile, tes recommandations et tes conseils pour y parvenir. Avec plaisir, parce qu'en fait, avant de rentrer dans la conception même de l'outil, on a passé... pas mal de temps à faire du benchmark et à aller voir ce qui avait été réalisé à droite à gauche entre ceux qui avaient fait un développement en interne, qui avaient acheté un produit et le périmètre. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y en a beaucoup qui avaient fait comme périmètre l'informatique, d'autres les ressources humaines, d'autres juste les dépannages techniques, mais aucun qui avait brassé aussi large que nous. Voilà. Et ça a été la complexité du projet, parce qu'au fur et à mesure où on crée, il y en avait plein qui avaient plein de bonnes idées. Donc moi, j'étais un peu le garde-fou en disant non, on reste sur le périmètre défini initialement, on corrigera et on améliorera après. Sinon, à vouloir trop faire, on ne fait rien. Et en fait, on avait cette philosophie-là parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait plein d'autres structures qui avaient essayé et où en fait... ils n'avaient pas réussi à aller jusqu'au bout, parce que ça peut vite devenir un monstre, quoi. Oui, absolument. On aura une émission spécifique là-dessus, j'en suis sûr. Allez, dernière question, je l'appelle ma question concept car, comme ces prototypes de voitures futuristes, qu'on ne voit d'ailleurs généralement jamais rouler, mais qui inspirent toujours. Comment est-ce que tu vois les bureaux dans une dizaine d'années, allez, mettons? Franchement, je trouve qu'on a déjà beaucoup revu nos usages, nos aménagements là, ces dernières années, puis ça s'est beaucoup accéléré avec le Covid. Mais pour moi, nos enfants, ils ont une vision assez différente du travail par rapport à la nôtre. Et je pense qu'ils vont nous étonner. Je ne sais pas trop ce que seront les bureaux dans 10 ans, mais je pense qu'en fait, il faut ouvrir nos chakras et
pouvoir être agile et s'adapter à l'avenir parce qu'il y aura d'autres crises, qu'elles soient sanitaires ou politiques. On voit bien qu'on enchaîne. Voilà. C'est nos enfants qui vont arriver sur le marché du travail. Ils ont une autre conception des choses. Ils ont beaucoup plus l'aspect développement durable en tête, par exemple, où ils sont beaucoup plus inclusifs, beaucoup plus tolérants, peut-être, que nous. Et comme on ne sait pas ce que l'avenir va nous apporter, je pense qu'il faut surtout rester positif, adaptable et ne pas créer dans le dur, quoi. Il faut diversifier les solutions et essayer de les faire les moins figées possibles. Voilà. Oui, les moins rigides possibles. Très bien, merci beaucoup Zélie pour cet échange et ce partage d'expériences et de réflexions sur la fonction immobilier et environnement de travail. Je rappelle que tu es la directrice de la maintenance et des moyens généraux de la Banque de France. C'était un plaisir, comme toujours. Merci Lionel. À bientôt. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de notre émission Parcours. Au revoir.